Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour à la maison pour de nouvelles émissions en direct. C'est le Sceaux Château Live, c'est fini le Sceaux Château Live Tour. J'espère que vous avez d'ailleurs apprécié ce format et cette petite tournée. Il semblerait qu'on ait eu un petit problème d'Internet du côté du château de Sainte-Foy d'Anté, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Situé dans le Lot-et-Garonne. On a eu la chance en fait d'y passer durant le tour et on a eu, c'est vrai, un coup de cœur pour ces propriétaires qui sont vraiment passionnés et passionnants et c'est la raison pour laquelle on en a profité pour enregistrer une émission et aussi pour programmer ce live pour que vous puissiez découvrir l'histoire de ces propriétaires et de ce château. Écoutez, je n'ai pas réussi encore pour le moment à avoir Gabriel et Philippe Castin depuis. Eh ben voici. Voilà, il y a eu un problème de coupure d'Internet. Bon, ben écoutez, ça, je connais, ce sont des choses qui arrivent. Pas de problème, on est de retour. J'étais en train justement de présenter l'émission et d'expliquer dans quel contexte nous nous étions rencontrés, Gabriel et Philippe. Donc, justement, je vais en profiter pour vous céder la parole pour que vous puissiez vous présenter en 2 mots. Et juste après, je la reprendrai pour parler de l'onglet questions-réponses que certains ne connaissent peut-être pas. Donc, Gabriel et Philippe, bienvenue. Je vous laisse vous présenter. C'est à vous. Merci, bienvenue à tous. Bonjour. Alors, je suis Philippe Castin. Après 25 ans comme officier dans les troupes de marine, l'ancienne coloniale, j'ai fait un MBA de gestion des entreprises à Sub de Conante, d'Ancia, et passionné de vieilles pierres, d'histoire et de monuments, de patrimoine. J'ai déjà acheté un château en 86 au sud de Thouars, que j'ai restauré jusqu'en 94. Et puis, je suis parti avec ma femme à Tahiti pendant 15 ans. On a fait de l'immobilier et nous sommes rentrés en 2017 et nous sommes installés à Sainte-Foy pour vivre une nouvelle aventure. À toi, Gabi. Alors, moi, je suis née déjà dans un château fort. Quand j'étais jeune, j'en ai profité à bloc pendant 20 ans. Et le château de Montmuran en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et après, j'ai été 20 ans dans un autre château et maintenant, me voilà arrivée ici pour, après 15 ans à Tahiti, pour retremper les racines dans le pays de la métropole. Parce que nous ne voulions pas rester à Tahiti, on était très très bien, mais en fait, nous voulions rentrer en France. Voilà. Près de nos racines. Parfait, très très bien. Merci pour cette première présentation. Je vous propose à toutes et à tous de visionner l'émission qu'on a préparée ensemble lors de notre passage au château de Sainte-Foy. Et on se retrouve juste après donc, pour la séance de questions-réponses. Il y a l'onglet questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Utilisez bien cet onglet questions et n'hésitez pas, posez toutes vos questions. Et Gabriel et Philippe y répondront juste après l'émission. Donc, bonne émission à tous et on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue au château de Sainte-Foy. Je vous propose de visiter la chapelle et son ancien cimetière avant de rentrer dans le château. Alors nous sommes ici dans l'ancien cimetière de l'ancienne église paroissiale secondaire du village d'Anté, sur le pêche de Sainte-Foy, en Quercy-Blanc, Pays de Serre, Aquitaine, Haute-Agenais. Alors pourquoi le pêche de Sainte-Foy? Nous allons faire un bond en l'an 303, quand l'empereur Dioclétien monte sur le trône impérial à Rome et qu'il reprend les persécutions contre les chrétiens des Gaules, à Lyon et à Agen. À Agen, une petite jeune fille de 12 ans, fille de patricien romain qui s'appelle Foy, a été convertie par sa nourrice, son esclave, chrétienne. Et quand les persécutions arrivent, avec ses compagnons, Saint Vincent et Saint Capré, premier évêque d'Agen, elle s'enfuit dans le coteau pour se cacher. Au bout de quelques jours, elle a 12 ans, elle dit à ses compagnons, nous sommes chrétiens, nous n'avons pas peur de notre foi, redescendons en ville. Elle redescend, évidemment ils sont saisis, on leur demande d'abjurer leur foi, ils refusent, elle est persécutée, on la jette sur un lit métallique rougi au feu pour la faire griller. Un orage énorme arrive, le lit est éteint par la pluie et du coup elle est décapitée avec ses compagnons.
Ces restes sont cachés par les premiers chrétiens d'Agen dans ce qui deviendra la crypte de la cathédrale d'Agen. 500 ans plus tard, nous nous retrouvons à l'abbaye de Saint-Sauveur de Conques dans le Haut-Lot, où les moines sont désespérés parce que l'empereur Charlemagne leur a fait des grosses donations de terre, mais ils n'ont aucun pèlerin, bien qu'ils soient sur le chemin de Saint-Jacques. Et là, ils décident d'aller voler des reliques de saints célèbres, puisque au Moyen-Âge, le saint attire le pèlerin. Ils envoient un moine en Espagne qui vole une première relique, mais qui se fait arrêter. Il est obligé de rendre la relique. Ce moine vole une deuxième relique, et c'est pareil, il se fait de nouveau arrêter. Il rentre à son abbaye, les moines refont une réunion capitulaire, et là, un moine dit « Mais à un mois de mule, à Agen, il y a une sainte extrêmement célèbre, Sainte Foy ». Il désigne le moine Arosnide, qui en 861 part à Agen, rentre dans le chapitre de la cathédrale, et se fait oublier pendant 10 ans. À l'époque, il n'y avait pas Internet, on n'était pas pressé. Et là, il monte en grade et il obtient d'être responsable de la crypte. Le soir de l'Épiphanie 871, pendant que les moines fêtent la grande fête de l'Épiphanie, il vole la relique de Sainte-Foy et s'enfuit avec sa mule et vient se cacher ici, sur le Pêche, qui deviendra le Pêche de Sainte-Foy. Le lendemain, le Pêche dans la région étant une colline. Le lendemain, quand les moines se réveillent, ils découvrent que la crypte est ouverte, que le moine a disparu avec sa mule et les reliques également. Ils préviennent la prévôté, la milice armée, les bourgeois, la milice bourgeoise, qui battent la campagne, qui cherchent le moine et ne le trouvent pas. Au bout d'un mois, le moine monte à l'abbaye de Saint-Sauveur de Conques, qui devient Sainte-Foy de Conques. Et à partir de ce moment-là, elle devient extrêmement riche et célèbre. Les reines carolingiennes arrivent et donnent leurs bijoux. Le flux de pèlerins devient incessant. Et le nom de Sainte-Foy devient célèbre dans le monde entier. En Lot-et-Garonne, il y a 17 Sainte-Foy, dont la moitié sont des églises. Il y a Sainte-Foy la Grande. Il y a Santa Fe en Amérique. Et dans le reste du monde, y compris au Cambodge, il y a des églises Sainte-Foy. À présent, je vous propose de rentrer dans l'ancienne église paroissiale. Cette église est une église romane du XIIe siècle. La première fois que l'on entend parler de Sainte-Foy dans l'histoire régionale, ce n'est pas du château, c'est de l'église. On cite cette église dans un texte du 12 novembre 1271, qui est le Sesimentum Comitatis Tolosani, qui est un texte signé entre les bourgeois de la baillie de Tournon-d'Agenais, représentés par leur consul, leur capitoul, et le roi de France, Philippe III de Le Hardi, deuxième fils de Saint-Louis. Son père, le roi Saint-Louis, est mort il y a un an à la croisade avec son frère aîné, si bien que c'est Philippe III qui monte sur le trône. Le roi Saint-Louis avait reconquis l'Agenais sur les Anglais. Philippe III vient en Agenais réintroduire l'autorité du roi de France. Et dans ce texte en bas latin du Moyen-Âge, il est dit la chose suivante. Les bourgeois de la baillie de Tournon-d'Agenais reconnaissent l'autorité du roi de France, acceptent le service de l'ost, qui est le service militaire au Moyen-Âge, et reconnaît et accepte de l'hommage-lige, qui est le cœur de la féodalité. Le roi de France, en contrepartie, reconnaît et confirme les libertés et les coutumes de la baillie de Tournon-d'Agenais, l'ancienne France étant un ensemble de petits pays qui a des coutumes et des libertés. Dans cette église, qui était beaucoup plus grande avant qu'elle ne soit rebâtie suite aux guerres de religion, un homme célèbre est né ici, qui s'appelle Monseigneur Germain de Chastaigners, de la grande famille des Chastaigners, qui a été la famille qui est restée le plus longtemps seigneur de la seigneurie de Sainte-Foy pendant environ 260 ans. Ce Germain, dont nous avons l'acte de baptême et le testament, est né dans le château, dans une chambre que l'on montre encore aujourd'hui, et a été baptisé dans cette église. Comme il était excessivement intelligent, il a fait de grandes études et il est rentré rapidement dans les ordres au chapitre de la cathédrale de Lyon, primature des Gaules, donc cathédrale très importante, et chapitre très aristocratique, puisque les chanoines de Lyon portaient le titre de chanoine comte de Lyon.
Là, il est rapidement repéré à l'âge de 30 ans par la cour de Versailles. Le roi Louis XV, le bien-aimé, le fait venir à Versailles et le prend comme chapelain personnel, chapelain aumônier. Pendant une vingtaine d'années, il suit le roi dans toutes ses campagnes, dont la grande victoire de Fontenoy, en 1745, victoire contre les coalisés. En récompense, le roi Louis XV le fait sacrer évêque dans la chapelle du château de Versailles et en 1763. Et en 1765, il lui obtient le siège épiscopal de la cathédrale Saint-Pierre de Saintes, où il fut un excellent évêque. Il créa des ordres religieux pour enseigner les petits-enfants et il développa avec la reine Marie Lesinska le culte du Sacré-Cœur. Il décède en 1781, il est enterré dans le chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Saintes. Les gens du pays pensaient qu'il était enterré sous cette pierre tombale, ici dans l'église de Sainte-Foy. Il n'en est rien, puisque lors de travaux au XIXe siècle, nous avons retrouvé sa pierre tombale dans le chœur de la cathédrale de Saintes. Sous cette pierre tombale sont enterrées toutes les personnes qui étaient enterrées dans le cimetière de l'église paroissiale. La dernière personne à y avoir été enterrée, c'est un ouvrier meunier du moulin de Sainte-Foy, qui est décédé en 1805 et qui était enterré ici. C'est une vieille servante du château qui a raconté cette anecdote au début du XXe siècle. Nous avons les archives épiscopales d'Agen du XVIIe, XVIIIe siècle concernant cette église, avec les visites de l'évêque demandant de changer le tabernacle, avec les lits ou les saintes tables, ou le confessionnal, ou de faire des travaux, avec les listes des baptisés, des naissances des baptisés, des communions, des mariages et des enterrements. Et une année, il y a eu 100 communions dans cette église paroissiale. Les paroissiens de cette église étaient tous les gens qui habitaient sur la motte castrale, dans le hameau castral de Sainte-Foy, autour du château. Maintenant, à présent, nous allons rentrer dans l'ancienne seigneurie de Sainte-Foy que je vais vous décrire en faisant le tour. Mais tout d'abord, je vais vous sonner la cloche qui résonne dans toute la vallée du Boudouissou. Alors, nous sommes ici devant le château gascon de Sainte-Foy du XIIe, XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'un château gascon? C'est un type d'architecture féodale militaire inventé au XIIe et XIIIe siècle, qui constitue un quadrilatère militaire massif défensif. Donc une cour intérieure entourée de 4 tours. La première tour, qui est la tour de l'évêque, cette tour du XIIIe siècle, la troisième tour qui est la tour ronde du XIIIe siècle, et derrière l'ancien donjon du XIIe siècle qui est semi-enterré, que nous verrons tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, avant la Renaissance, toutes ces fenêtres n'existaient pas. L'intérieur du château était extrêmement sombre. Il n'y avait que ces bouches à feu que l'on voit sur la façade. On montait dans le château avec une échelle au premier étage, on fermait la porte, on tirait l'échelle et on pouvait soutenir un siège tant qu'on avait des provisions et de l'eau. Au-dessus du porche d'entrée, vous voyez des corbeaux de pierre qui sont les restes d'une ancienne bretèche de défense. Qu'est-ce qu'une bretèche de défense? C'est un petit bâtiment militaire en avant d'une courtine. Une courtine, c'est un mur reliant 2 tours au Moyen-Âge. Et dans ce petit bâtiment, il y a des mâchicoulis qui permettent de jeter de l'eau bouillante sur les assaillants ou de lancer des cailloux sur eux afin de défendre le pied du mur. À chaque coin, à chaque angle de cette façade, il y avait une poivrière, une tour de guet d'observation. À présent, nous allons aller sur la terrasse est. Alors nous sommes ici sur la terrasse est, cette belle façade avec ses grandes fenêtres
Vous voyez que à la Renaissance, on a percé ces fenêtres pour donner du jour, puisque la poudre à canon a été inventée, les châteaux forts ne servent plus à rien. Ils deviennent des demeures d'agrément, donc on fait rentrer le jour. Mais comme il y a encore des bandes de routiers qui rapinent la campagne, on est méfiant et on met des barreaux ou des grilles à toutes les fenêtres pour se protéger. Les portes d'entrée sont des portes, on va pas dire blindées, mais des portes fortes qui font 15 cm d'épaisseur et qui sont montées de cette façon. À l'intérieur, les planches sont dans ce sens-là, à l'extérieur, elles sont dans ce sens-là, et elles sont reliées par des clous à grosse tête. Si bien que quand on attaque la porte avec une hache, on n'est pas dans le sens du fil du bois, et on ne peut pas casser la porte. Il y a 4 portes comme ça pour le château. Au-dessus de la porte, un détail intéressant, vous voyez un blason. Donc je vous ai parlé de la famille de Chastaignier, qui a été la famille qui est restée le plus longtemps seigneur de Sainte-Foy. Et vous voyez que ce blason est coupé en 4 parties. On appelle ça un blason parti. Et vous voyez que en haut à gauche, c'est le 1. C'est le même motif qu'en bas à droite, le 4. Et en haut à droite, c'est le 2. C'est le même motif qu'en bas à gauche, le 3. Alors, je vais vous lire ce blason et je vais vous l'expliquer. En haut à gauche, d'or, un lion rampant de sinople. L'or, c'est le jaune. Le sinople, c'est le vert. Au Moyen-Âge, les animaux étaient de couleur de façon à ce qu'on reconnaisse bien les chevaliers dans les tournois et les batailles. Il est rampant, on voit qu'il avance. Le 2 et le 3, c'est d'argent à 3 bandes ou 3 faces de gueule. L'argent étant le gris, le gueule étant le rouge. Alors pourquoi ce blason est parti? Parce qu'il s'agit de 2 familles, la famille des Chastaignier avec le lion et la famille des Loubéjac avec les bandes rouges de gueule. Alors en 1231, Arnaud Gosbert de Chastaignier, qui est installé dans la région près de la Bastide de Lozerte, son grand-père étant venu rejoindre le comte Raymond VI de Toulouse pour participer à la croisade des Albigeois. Son grand-père était issu d'une grande famille du Poitou, de la région de la Châtaigneraie, et qui habitait le château de Toufou, un énorme château. Un cadet de cette famille descend dans le sud, rejoindre le comte Raymond VI de Toulouse, il part à l'aventure pour s'enrichir. Et son petit-fils épouse, il s'appelle Arnaud Gosbert, il épouse Alix de Chastaignier, Alix de Loubéjac. Les Loubéjac sont effondrés parce qu'ils n'ont pas de garçons et leur nom va disparaître de l'histoire de France, alors qu'ils sont la plus importante maison de chevalerie du Périgord et du Quercy. Ils sont immensément riches, ils ont énormément de terres, de nombreux châteaux qui s'appellent Loubéjac, il y a des hameaux qui s'appellent Loubéjac. Et alors, ils demandent aux Chastaignier de faire un acte notarié dans lequel il est indiqué que les Chastaignier conserveront dans l'histoire les armes des Loubéjac. C'est pour ça que ce blason est parti. Donc, c'est deux blasons qui sont accolés. La famille des Chastaignier était une famille de chevaliers. Leur devise était Atavis et Armis, par les aïeux et par les armes. Nous allons continuer par la grande cour. Alors, nous sommes ici dans la grande cour. La seigneurie avait 800 hectares avant la Révolution, 80 hectares après. Actuellement, il y a 13 hectares et demi. Donc, c'était un domaine agricole. Et pour ça, il fallait des grands bâtiments. Tout d'abord, un puits pour le château. Cette grande halle agricole de 260 mètres carrés. Une grande grange de 450 mètres carrés. Et cette maison qui s'appelle la métairie, où logeait le chef des métayers qui habitait près de son seigneur. 800 hectares, à l'époque il n'y avait pas de machines agricoles, il fallait de nombreux ouvriers agricoles, de nombreux métayers, leur chef résidait ici. Derrière moi, la façade nord du château, avec ses 2 belles portes ogivales, la tour ronde et l'ancien donjon du XIIe siècle, la partie la plus ancienne, qui est semi-enterrée et qui est restée dans son jus puisqu'elle n'a pas été modifiée. Il n'y a que des archères et des canonnières. Et au-dessus, une petite casemate en pierre qui n'est pas du tout une tour de vigie, mais qui sont les anciennes latrines du château. Nous allons continuer en rentrant dans la cour d'honneur du château.
Nous sommes ici dans la cour d'honneur du château, donc une cour intérieure entourée de 3 ailes, des ailes Renaissance, 17e, avec cette belle galerie quercinoise dite à l'italienne, que l'on rencontre dans le Quercy blanc dans plusieurs châteaux, dont le château de Sainte-Dière à côté de Saint-Cyr-la-Popie au-dessus du Lot. Dans cette cour, il y a un détail amusant. Nous avons les armoiries au-dessus du cabinet des archives. Et ces armoiries, vous les reconnaissez, il s'agit du lion rampant des Chastaigners, mais les armoiries des Loubéjac ont disparu. Alors que s'est-il passé? Monseigneur Germain de Chastaigner, qui était un grand intellectuel, qui a vécu longtemps à la cour de Versailles, a rencontré les archivistes et les généalogistes du roi, les Dosier, les Chérin, etc. Et il leur a demandé de faire une étude généalogique de sa famille, montrant que la branche cadette des Chastaigners du Quercy, les donzelles de Lozerte, comme on les appelait, était bien apparentée à la branche aînée des Chastaigners du Poitou. Les archivistes et généalogistes ont fait leur travail et on trouve à la BNF un énorme livre décrivant les 14 branches de la famille de Chastaigners. À cette époque-là, nous sommes en 1740. 520 ans ont passé. Monseigneur Germain de Chastaigner décide d'oublier les Loubéjac et d'enlever les armes des Loubéjac et de reprendre les armes pleines des Chastaigners qu'il fait graver au-dessus de cette porte qui était le cabinet des archives où il y avait le terrier du château. J'en profite rapidement pour vous donner quelques figures de la famille de Chastaigner. Vous connaissez déjà Arnaud Gosbert, qui a amené la fortune des Loubéjac chez les Chastaigners. Vous connaissez Monseigneur Germain, qui était donc l'évêque de la famille. Vous connaissez Mademoiselle de Chastaigner, qui est la dernière des Chastaigners à avoir vécu ici, qui est décédée en 1800. On l'appelait Mademoiselle, même si elle était mariée, mais parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et dont les héritiers ont vendu en 1811 la propriété. Vous connaissez Méric Melchior de Chastaigner, qui en 1635 restaure l'église de Sainte-Foy. Il y a eu aussi Gaspard Joseph de Chastaigner, qui était titré marquis de la Chastaigneraie par le roi Louis XIV, le roi Soleil. Enfin, il y a eu un Chastaigner qui a été décoré du cordon rouge de l'ordre de Saint-Louis, qui est l'ancêtre de la Légion d'honneur, parce qu'il était grand capitaine de Louis XV. Et puis enfin, il y a un voyou, comme dans toutes les familles. Il s'agit de Bertrand de Chastaigner. Bertrand, en 1305, refuse de prêter l'hommage lige à son suzerain. Il vient d'hériter les biens de son père, et donc il doit prêter l'hommage, comme c'était la coutume au Moyen-Âge. Son suzerain n'est pas moins que le plus important seigneur du Quercy, le plus grand seigneur du Quercy. Il s'agit de Monseigneur Nicolas II de Poche, baron, évêque, comte de Cahors. À l'époque, l'évêché de Cahors est un évêché très riche, c'est le plus grand de France avant que le roi Louis XIV le coupe en deux pour créer l'évêché de Montauban. Et au Moyen-Âge, il est impossible d'imaginer de refuser de prêter l'hommage lige, qui est le cœur de la féodalité, de la société féodale. L'évêque le reconvoque. Il refuse et il dit à l'évêque « Je vais venir te couper les oreilles ». Hallucinant. En 1305, couper les oreilles d'un évêque qui portait encore l'épée, on sortait des croisades, etc. Il part à cheval du château d'Aucastel, à côté de Lozerte, 50 km, avec 50 cavaliers, sur des routes pierreuses, en plein été, en pleine chaleur, en armes. Il arrive dans la cathédrale de Cahors, où l'évêque est en train de célébrer la messe et d'ordonner prêtre un jeune séminariste. Il fait un foin pas possible. Et là, l'évêque lui demande par 3 fois de se dédire, c'est l'usage, et il refuse. Et l'évêque l'excommunie sur place, ipso facto, avec ses 50 cavaliers. Et on connaît cette histoire parce qu'elle est relatée dans un livre qui est à la Bibliothèque nationale de France, le grand livre des excommunications de l'Église catholique de France, qu'on peut télécharger à la BNF. À présent, nous allons rentrer dans la salle d'armes, où il y a les blasons des anciennes familles de Sainte-Foy. Nous sommes ici dans la salle d'armes, une très belle pièce voûtée, une pièce voûtée de 100 mètres carrés. Il y a 5 pièces voûtées comme ça dans le château, une très belle cheminée. Et sur les murs de cette pièce, on retrouve les blasons d'environ 1000 ans d'histoire du château de Sainte-Foy. Et on peut voir cet escalier qui descend dans l'ancien donjon qui est semi-enterré. Donc un escalier de 14 marches, il y a une rupture de niveau pour aller dans le donjon. Je vais en profiter pour vous montrer quelques pièces que nous ne montrons pas d'habitude, de façon à vous faire découvrir quelques trésors du château.
Alors, nous sommes ici dans les anciennes cuisines du château, la salle à manger du château étant derrière moi. C'est une pièce sombre, c'est la plus sombre, parce qu'il n'y a qu'une seule fenêtre. Et puis, parce qu'il a cette cheminée qui est toute noire, où pendant des siècles, on a fait la cuisine pour les châtelains. Au-dessus de la cheminée, vous voyez un blason, c'est le blason des Loubet-Jacques. Et vous voyez 2 coquilles Saint-Jacques, une de chaque côté, parce que nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques, le GR 652 qui passe au bout de notre champ à côté de la chapelle. Dans la petite pièce là-bas, c'est la cuisine actuelle, qui est une pièce carrée dans une tour ronde, ce qui est excessivement rare, parce qu'en général, les pièces sont rondes dans les tours rondes et carrées dans les tours carrées. À présent, nous allons voir l'escalier d'honneur du château. Alors, nous sommes ici au pied de l'escalier d'honneur du château. Cet escalier est dit à 4 volets droites. Premier volet, deuxième volet, troisième volet et la quatrième qui monte au grenier. Ce sont des pierres d'un seul tenant, ancrées dans les murs. Cet escalier a été inventé par les architectes de la reine Jeanne d'Albret, qui avait son château à la cour de Nérac, la cour majeure de Nérac, la mère d'Henri III de Navarre, Henri IV de France. Quand elle a restauré son château, qu'elle l'a modernisé, elle en avait assez des escaliers à vis dans les tours rondes. C'était le seul mode d'escalier à l'époque. Et ces architectes inventent ce type d'escalier qu'on appelle depuis à la Jeanne d'Albret et que tous les seigneurs de la région ont copié pour mettre dans leur château. Nous allons passer dans la salle à manger. Donc cette salle à manger Louis XIII au plafond assez bas, et dans l'aile est du château. Et c'est ici que les dîners avaient lieu avec les cuisines que nous avons vues tout à l'heure, juste à côté. À présent, nous allons rentrer dans la bibliothèque de Monseigneur Germain de Chastaigné. Alors, en rentrant dans cette bibliothèque, tout d'abord, on découvre l'ancien escalier à vis, qui est aussi original parce que il est dans une tour carrée et non dans une tour ronde. Et puis, on découvre les 2 belles encoignures en merisier massif 1650 Louis XIV, qui ont été construites sur place et qui n'ont pas bougé, dans lesquelles Monseigneur Germain rangeait sa fameuse bibliothèque, qui est réputée dans le pays, bibliothèque qui a disparu depuis, elle a dû être partagée, mais c'est dans ces 2 encoignures qu'il rangeait ses livres. Face à moi, sur le manteau de la cheminée, la date de 1605, c'est à cette époque-là que le château a été modernisé. Et détail amusant, on découvre une bouche à feu dans cette pièce, bouche à feu qui donne dans la pièce d'à côté, dans le cabinet des archives, où nous allons passer, et je vais vous expliquer pourquoi il y a une bouche à feu ici. Donc nous sommes ici dans le terrier du château. Le terrier, c'était les archives d'un château avec tous les actes notariés, les impositions, les terres, etc. Et dans ce terrier, que traditionnellement on appelle le cabinet des archives à Sainte-Foy, même si elles ont disparu, vous voyez cette bouche à feu qui est ici. Alors, à quoi servait-elle? Ce n'était pas pour que le seigneur surveille sa femme avec son amant, c'était uniquement parce que cette pièce était construite ultérieurement à la tour qui est du XIIIe siècle. Et quand on l'a construite, en souvenir, on a gardé cette bouche à feu. Il y a la même au premier étage dans une chambre. À présent, nous allons aller voir la grande salle du château ou Aula Magna. Alors, le château de Sainte-Foy-d'Anthée est représenté sur la carte de Cassini. Qu'est-ce que la carte de Cassini? C'est une carte qui a été dressée sous les ordres du roi Louis XIV, parce que le roi Louis XIV a été en guerre avec beaucoup de pays européens, particulièrement le Saint-Empire romain germanique qui encerclait la France.
Et les cartes du Moyen-Âge étaient un peu anciennes, et pour déplacer les troupes, il fallait des cartes récentes. Donc ils se rendent à l'Académie française, nouvellement créée, et ils leur demandent de désigner quelqu'un pour cartographier la France. L'Académie désigne Monsieur de Cassini, qui part avec ses hommes, des alidates de visée et des chaînes d'arpenteurs, pour mesurer toute la France, de clocher en clocher, de calvaire en calvaire, de château en château, de village en village, etc. Le travail dure tellement longtemps que M. de Cassini décède, son fils continue, il décède, son petit-fils continue, il décède, et son arrière-petit-fils termine la carte sous Louis XV. Ensuite arrive Napoléon, avec les guerres de l'Empire. Il trouve que la carte de Cassini est un peu vieille, et il sort un décret, il édicte un décret impérial en 1804 qui décrète la création du cadastre napoléonien, qui démarra en 1808 et se terminera entre 1832 et 1838, suivant les régions. Ce cadastre est très précis parce qu'on voit tous les bâtiments dessinés dessus. Si vous avez une maison ancienne, téléchargez sur Internet le cadastre de Napoléon. Si votre maison est dessus, c'est qu'elle est du XVIIIe siècle. Napoléon meurt à Sainte-Hélène avant que le cadastre soit terminé, mais c'était une modernisation des cartes de France. Ensuite, il y a eu l'IGN pour les militaires et les marcheurs, et à présent, vous avez Google. Alors, la visite se termine ici, dans cette aula magna ou grande salle. Qu'est-ce que c'est qu'une grande salle? Tous les châteaux de France avant la Révolution avaient une grande salle. C'est un concept qui a été oublié en France, mais qui existe toujours en Angleterre. C'était une pièce importante au premier étage d'un château. Celle-ci fait 100 mètres carrés, 4,70 mètres de plafond. Et c'était le poumon économique, administratif, législatif du château. C'est dans cette pièce que le châtelain, s'il avait droit de haute, moyenne ou basse justice, rendait la justice. C'est là qu'il recevait son chapelain, ses notaires, ses clercs, ses voisins, ses métayers, qu'il traitait ses affaires et évidemment ses invités. Pour y rentrer, on utilise cette magnifique clé du XVIIe siècle qui fonctionne toujours parfaitement. Et alors, détail intéressant dans cette pièce, vous avez face à moi ce cabinet Louis XIV qui est de la même époque que les deux encoignures de Monseigneur Germain de Chastanier. Donc, merisier massif, 1650, 3,70 m de haut, 4,10 m à la base, et à l'intérieur, il y a un secret que je vais vous montrer. Il est peint, le cabinet est peint, je vais vous décrire les peintures. Au premier étage, vous avez les frégates du roi devant le port de Bordeaux. Au deuxième étage, des scènes de l'aristocratie rurale, donc de belles dames en calèche devant un château, le château de Sainte-Foy bien sûr, leur mari à droite qui chasse à court au chien courant un cerf, l'étage au-dessus des scènes rurales mais de la paysannerie, avec une petite bergère qui garde ses moutons comme Sainte Bernadette en filant la laine, et peut-être son compagnon qui garde ses vaches basadaises en jouant du fifre. À l'étage supérieur, vous avez des oiseaux du ciel, en haut les anges du paradis, et sur les côtés des fruits et des poissons tropicaux, dont des pastèques, des grenades, des ananas, etc. Alors pourquoi des fruits et des poissons tropicaux au fin fond du Quercy blanc en 1650? Eh bien le seigneur de l'époque, qui n'avait pas Internet, qui n'avait pas d'appareil photo, a voulu immortaliser pour ses descendants les scènes de la vie de son époque. Et à l'époque, le grand roi Louis XIV, le roi du grand siècle français, désigne son grand ministre Colbert pour créer la Compagnie des Indes française. Cette Compagnie des Indes a son siège social à Lorient et fonctionne avec deux ports principaux, le port de Nantes et le port de Bordeaux. Les arrière-pays de ces deux ports, donc la vallée de la Loire, la vallée de la Garonne avec ses affluents, le Lot, la Dordogne, etc., servent de réservoir pour fournir les personnels et les matériels pour aller dans les comptoirs de Saint-Louis du Sénégal, de Pondichéry, de la Louisiane, de Terre-Neuve, de la Martinique, etc. En retour, les bateaux, c'est le commerce triangulaire, ramènent des marchandises de ces futures colonies, de ces comptoirs, et ces marchandises arrivent en France, et c'est un événement, évidemment, parce qu'en France, on n'avait jamais vu d'ananas à l'époque. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à bientôt au château de Sainte-Foy-d'Anthony. On a reçu pas mal de questions, donc on va commencer. Tout le monde nous entend a priori, donc c'est très très bien. N'hésitez pas à laisser dans l'onglet chat vos commentaires si vous avez apprécié l'émission et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, Gabriel et Philippe, on va prendre la première question qui est une question concernant la restauration du château. Avez-vous réalisé beaucoup de restaurations dans le château qui semble en parfait état
a-t-il connu une période de destruction, d'abandon, ou a-t-il été toujours en fait entretenu tout au fil du temps? Alors, le château a été transformé en domaine agricole au XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Nos prédécesseurs, monsieur et madame Tancogne de Villeneuve-sur-Lot, le rachètent en 1979 en piteux état. C'était devenu une ferme. Voilà. Et sous l'Ancien Régime, il y avait 800 hectares. Excusez-nous, sous l'Ancien Régime, il y avait 800 hectares. Après la Révolution, 80 hectares de domaine agricole. Quand il le rachète, la SAFER préempte les terres, il reste 13 hectares et demi. Il le restaure pendant 5 ans avec l'aide de l'architecte en chef des monuments de France d'Agen, des bâtiments de France d'Agen, et ils font de très gros travaux. Nous l'achetons très bon état. Mais nous l'avons entièrement meublé, donc 17 armoires, 40 lits, 200 chaises, etc. Et nous avons fait des travaux d'aménagement intérieur. Toutes les salles de bain ont été réhabilitées. Nous avons installé une grande halle de réception de 260 mètres carrés pour nos mariages. Et nous avons refait la toiture de la grande grange de 450 mètres carrés cet hiver. Et puis tout l'éclairage extérieur, tout l'éclairage intérieur avec 260 ampoules LED, etc., etc. Voilà. Mais nous avons eu beaucoup de chance de trouver ce château en très bon état. Et c'était en quelle année alors, Gabriel, peut-être que vous avez acquis ce château? C'est en 2017, donc il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et quand nous avons visité cette propriété, en fait, nous avons eu un coup de cœur. On ne cherchait pas si grand, à vrai dire. Mais bon, tous les deux, nous avons vraiment flashé sur Sainte-Foy. Et nous étions au pied de l'avion pour faire une proposition parce qu'on retournait à Tahiti. Donc, ça s'est fait en quelques jours. Et c'était un petit peu extraordinaire, mais bon, ça s'est fait. C'est compliqué, mais ça s'est fait. Parfait, très très bien. Alors, Florent nous dit, j'ai lu que votre château est de style gascon. Que cela signifie-t-il exactement? Des caractéristiques propres ou est-ce juste le fait que ce soit régional car vous n'êtes pas loin de la Gascogne? Alors, les deux sont exacts. C'est effectivement un style d'architecture militaire féodale régionale qui était inventé donc en Gascogne et qui est un quadrilatère militaire massif, défensif avec une cour intérieure. En général, ces châteaux ont été construits entre le XIIe et le XIIIe siècle après avoir… ils ont succédé aux tours salles, les tours salles étant des tours, des sortes de donjons isolés qui servaient d'observatoire et dans lesquels on pouvait soutenir un siège. Et autour de ces tours salles, on a construit des châteaux gascons au XIIe, XIIIe siècle. Et des courtines reliaient les tours. Les courtines étant des murs reliant des tours. Intéressant. Et alors là, on sort de l'architecture plus pour savoir, est-ce que vous avez hésité, vous avez eu un coup de cœur, mais on nous demande, est-ce que vous avez hésité avec d'autres châteaux ou c'est une envie d'être dans cette région et pas envie de retourner en Bretagne? Ah, la Bretagne, chère à mon cœur, forcément. Mais non, il fait meilleur ici quand même. Hein. Et mon mari n'avait pas du tout envie d'aller en Bretagne. Et comme moi j'aime mon mari, je le suis. Et la gastronomie. Voilà. Bon, évidemment, on devait visiter 3 châteaux. On en a visité 2. On n'est même pas allé voir le 3e. Le 2e n'avait pas d'intérêt à 5 km de celui-ci. Et on a acheté ce château parce qu'on voulait revenir dans cette région où ma mère, qui a 96 ans, habite à 22-23 km au bord du Lot. On voulait se rapprocher d'elle. C'est pour ça que nous sommes rentrés de Tahiti. Et nous avons cherché une maison, on ne trouvait pas grand-chose et on a trouvé, entre guillemets, malheureusement ou heureusement, que ce grand château. Et on a sauté dessus, après on a décidé d'en faire quelque chose. Voilà. Très, très bien. Et justement, par rapport à en faire quelque chose, on a aussi une question concernant justement les activités. Est-ce que vous proposez maintenant des visites? Est-ce que c'est des visites libres, des visites guidées pendant toute l'année? Oui, alors toute l'année, on peut visiter bien sûr le château en prenant rendez-vous. L'été, c'est-à-dire le mois de juin, juillet, août et septembre, il y a une visite officielle tous les jeudis à 18h à l'entrée du château. Ça dure 1h15, 1h30. Ensuite, on offre un petit verre de rosé du Quercy à nos visiteurs de façon à ce qu'ils nous rencontrent et qu'on discute. Les gens aiment bien ça, les visiteurs aiment bien ça. Il y a en plus une visite en juillet, en août, le mercredi avant le marché gourmand, puisque nous organisons des marchés gourmands. Donc, cette visite a lieu à 17h30. Et sinon, en plus, sur rendez-vous, on peut, y compris l'été, on peut le visiter quand on veut. D'accord. Alors, il y a Nicole qui demande, et est-ce que vous proposez des chambres d'hôtes? Alors, les chambres d'hôtes, oui, mais en dehors des mariages, parce que l'activité principale
de Sainte-Foy, ce sont les réceptions, ce sont les mariages. Et quand un jeune ménage arrive, ils privatisent. Ils ont l'exclusivité du lieu. Donc, il n'y a pas d'autres activités pendant les mariages. Mais entre les mariages et à l'intersaison, sur réservation, nous faisons des chambres d'hôtes. L'an dernier, suite à l'émission de TF1 sur Sainte-Foy, nous avons reçu plusieurs personnes en chambre d'hôtes. Oui. Et on ne fait pas table d'hôtes, mais on propose un panier gourmand. Donc, c'est dans la salle d'armes avec des bougies, des flambeaux, et puis ils découvrent ce qu'il y a à l'intérieur d'un panier gourmand. Ou dans le parc, avec éventuellement un apéritif du château. Oui. Je confirme. Alors, comment on revient sur l'histoire avec une question sur les guerres du XXe siècle et la Révolution. Comment la propriété a-t-elle passé ces moments tendus de l'histoire? Alors, j'ai fait beaucoup de recherches historiques sur Sainte-Foy. C'est difficile de trouver des éléments parce que ce château restait très secret très longtemps. Il faut savoir qu'il est construit, il était construit sur la ligne de démarcation du Bout de Wissous, donc entre le Haut-Agenais et le Bas-Quercy, donc ligne de démarcation pendant la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français. Sur 32 kilomètres du Bout de Wissous, il y a 28 châteaux au minimum. Aucun fait de guerre parce que la ligne était tellement fortifiée que personne n'a osé rentrer dans ce chemin d'infiltration entre le Quercy et l'Agenais. Il y avait deux chemins d'infiltration, le bord du Lot et la vallée du Bout de Wissous. Et personne n'a osé, c'était dissuasif. Ensuite, pendant la Révolution, on a très peu d'éléments. La seule chose qu'on sait, c'est que la chapelle, l'église paroissiale, a été vendue comme bien national à un bourgeois de Tournon-d'Agenais en 1798, donc assez tardivement. Les propriétaires l'ont rachetée en 1811 pour la remettre en état et ont remis en place une cloche à ce moment-là avec la date de 1811 gravée dessus et la phrase suivante, que le nom du Seigneur soit béni. Et on pense qu'il y a eu des dégradations pendant la Révolution quand même, parce qu'apparemment les toitures ont été baissées, sauf la toiture de l'aile de l'évêque, mais les toitures ont été baissées. Elles ont perdu leur rampant du XVIIe siècle pour des toitures plus basses. D'accord, super, intéressant. On a des questions par rapport à l'église, la chapelle. Est-ce que plusieurs personnes, Laurent et Florent, demandent, est-ce que l'église du village est dans le château en fait? Alors, avant la Révolution, au village d'Anté, qui est un petit village de 200 habitants aujourd'hui, bon, avant la Révolution, c'était 450, 500, 600, il y avait trois églises. L'église principale, l'église paroissiale Saint-Pierre d'Anté, qui est au cœur du village, qui existe toujours. Au cœur du village. Une première église secondaire, l'église Sainte-Foy d'Anté, pour le quartier de Sainte-Foy, sur la motte castrale, le pêche de Sainte-Foy. Et une troisième église, l'église Saint-Capré de Sombal, à 800 mètres de Sainte-Foy. Les trois ont été très dégradés pendant les guerres de religion. Deux par les Béarnais de la maman de Henri III de Navarre, Henri IV de France, la reine de Navarre. Deux ont été rebâties. Celle de Saint-Pierre d'Anté, bien sûr, et celle de Sainte-Foy d'Anté en 1635 par Méric Melchior de Chastaigné, qui était le seigneur de l'époque et qui, sans doute à cause des guerres, avait moins d'argent et l'a construite plus petite qu'elle n'était. C'est une église romane du XIIe siècle, mais avant sa reconstruction, on a un texte indiquant qu'il y a eu 100 communions une année dans cette église. D'accord. Le cimetière est au pied de l'église. Il y avait un cimetière paroissial. La dernière personne à y avoir été enterrée, c'est l'ouvrier meunier du château, du moulin du château, en 1805. Et le cimetière était fermé à la Révolution et nos prédécesseurs ont récupéré ceux qui restaient des tombes pour les mettre sous une pierre tombale dans le cœur de l'église. D'accord. On a aussi une question concernant, est-ce qu'il y a un lien avec la basilique Sainte-Foy de Conques en Aveyron, également sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Alors, tout à fait. Il y a plusieurs versions. Bon, j'ai écrit au Père Abbé qui ne m'a pas répondu encore, mais j'ai plusieurs versions. La première version est que le moine Arosnide, en 861, qui vole les reliques de la petite Sainte-Foy dans la crypte de la cathédrale d'Agen, se réfugie sur le pêche de Sainte-Foy ici en 861 pendant un mois pour se faire oublier. Et le nom de Sainte-Foy, du pêche de Sainte-Foy, viendrait de là.
Ça, c'est la première version. Deuxième version, avant de remonter à Conques, bien sûr, à Saint-Sauveur-de-Conques, qui devient Sainte-Foy-de-Conques à ce moment-là, et qui devient immensément riche avec beaucoup de pèlerins, avec les reines carolingiennes qui donnent beaucoup d'or, beaucoup de bijoux. Et à ce moment-là, la basilique, l'abbaye de Sainte-Foy-de-Conques devient tellement riche qu'elle a tellement de moines qu'elle ne sait plus quoi faire de ces moines. Elle envoie des groupes de moines construire des églises paroissiales dans toute l'Aquitaine, sur des terres de seigneurs qui leur prêtent des terres. Et un groupe de moines en 1150 serait venu construire cette église et aurait habité dans un petit manoir fortifié à 800 mètres d'ici qui s'appelle Ermita. Et il y aurait un souterrain entre les deux. Bon, le souterrain n'a pas été trouvé, mais la légende le dit, ainsi qu'il y aurait un trésor. Mais ça, fait partie de la légende. Il y a beaucoup de trésors dans les châteaux. Voilà. C'est ce qu'on dit. Exact. On a Marilyn qui demande, est-ce que des rois sont venus dans ce château? Alors, on n'a aucune indication là-dessus. Alors évidemment, comme tous les châteaux du coin, Henri IV est certainement passé par là, mais on n'a aucun élément. D'accord. Marie-Dominique demande, est-ce qu'il y a des particularités dans le parc? Alors dans le parc, nous avons surtout de très beaux arbres centenaires, bicentenaires, tricentenaires, avec de belles essences. C'est un parc de 3 hectares. Il y a des botanistes d'ailleurs qui sont venus faire une journée complète pour les répertorier et passer la journée devant ces arbres et expliquer à toutes les personnes qui étaient là. Les différentes essences. Les différentes essences, oui. Et nous avons un arbre identifié comme arbre remarquable par le département du Lot-et-Garonne. C'est l'arbre du cimetière, qui est un grand chêne qui fait 3,70 m de circonférence à la base. D'accord. Oui, quand même. Et est-ce que vous avez fait des découvertes insolites, demande Marilyn? Insolite. Depuis 2017, est-ce qu'il y a des choses? Pas vraiment grand-chose, parce que nos prédécesseurs ont beaucoup fouillé avant nous. Mais bon, on a quelques caches, quelques sous les dallages, des endroits, oui. Ça faut pas le dire. Mais bon, et dans certaines pièces, il y a quelques caches, voilà. Mais rien de transcendant. On n'a pas trouvé le souterrain, on n'a pas trouvé le trésor. Mais en tous les cas, ils ont extrêmement bien restauré Sainte-Foy et avec beaucoup de goût. Et ça nous a plu énormément et tout de suite. Alors si, quand même, à l'intérieur du château, à plusieurs endroits, d'abord, il y a beaucoup de traces de compagnons au sol, dans les carrelages en terre cuite, avec des frappes, des tampons de fabrique de carrelage, ou des pattes de coq, des pattes de poule, des pattes de chat, des pattes de chien. Et sur certains murs, il y a quelques restes de peinture en ocre, qui sont du 15e, 16e siècle, avec des têtes de bêtes médiévales un peu extraordinaires. Voilà. Quelques petits éléments. D'accord. Marie-Dominique demande, est-ce qu'il y a non, pas Marie-Dominique, je me suis trompé de question, c'est est-ce que vous avez une chambre Bora Bora? Ça, nous avons une chambre Tahiti, ma femme va vous en parler. Alors, la chambre Tahiti, quand nous sommes revenus de Tahiti, en fait, nous avions des souvenirs qu'on ne voulait pas laisser là-bas. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va mettre nos affaires de Tahiti à Sainte-Foy? Ça ne correspond pas du tout. Donc, on s'est dit, on va faire une chambre à thème. Et tous nos souvenirs sont dans la chambre Tahiti. Donc, il y a du sable de Bora Bora, qui est noir. Il y a des couronnes, il y a le tifeifei, des bambous, des noix des de cocos, des perles, des huîtres perlières. Voilà. Marinam pictada. Voilà, et donc, là-dedans. Là. Eh oui, et donc ça, les personnes qui viennent faire leur mariage ou en chambre d'hôte peuvent profiter de cette chambre. Tout à fait. Nous avons 5 chambres dans le château. Des grandes chambres. Voilà, chaque chambre ayant sa salle de bain et ses toilettes privées. Donc chacun est bien chez soi. Mais... Entre 50 et 75 mètres carrés chaque chambre, avec des lits à baldaquin. Il n'y a pas que, mais bon, il y en a. Alors, on a parlé des rois, Henri IV, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnalités marquantes de l'histoire, des personnes peut-être atypiques, politiques ou artistiques, qui sont passées au château et dont vous avez la trace? Alors, on sait que les frères Peugeot, les industriels, les voitures Peugeot ont été propriétaires de 1946 à 1954. Mais sinon, il y a, en dehors de Monseigneur Germain de Chastaignée, dont on a parlé tout à l'heure, on n'a aucun élément sur des personnages illustres qui sont passés ici. D'accord. Alors, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Allez, on va en poser encore une ou deux. Est-ce que c'est pas trop dur de chauffer le château en hiver? Comment ça fonctionne?
Alors, dans le château, il y a 40 radiateurs, un chauffage central avec une citerne de 15 000 litres. On ne remplit pas. Hein. Voilà, on la remplit par 3 000 litres. Sauf cette année où le pétrole a beaucoup baissé, donc on a profité pour bien la remplir. Et sinon, on chauffe particulièrement notre aile, ou les autres pièces quand on a de la famille, des amis ou des invités. Et on agrémente en plus avec un feu de cheminée qui tourne en permanence dans notre salle à manger. On fait du pain grillé et des châtaignes dedans. On avait justement une question par rapport au fait que vous viviez dans le château. Donc là, vous venez de répondre, mais donc vous vivez dans une aile du château, c'est ça? Oui, dans l'aile de l'évêque. Alors, on a un T2 en fait. On a une chambre, mais un grand T2 qui fait toute l'aile. Donc, il y a une cuisine, un salon salle à manger, une chambre et une salle de bain. L'aula magna qui est notre salle à manger, salon, cheminée, et notre salle de bain avec une cheminée en face de la baignoire, donc on peut faire un feu en prenant un bain. Parfait ça. Allez, une petite dernière. Est-ce que vous avez utilisé déjà, est-ce que le site a été utilisé pour des tournages de films? Alors, nous devions avoir cet été un tournage de film par une association pour des adolescents, un escape game qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Et sinon, nous sommes inscrits dans le bureau de Lot-et-Garonne qui recense les endroits potentiels pour tourner des films. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de demande encore. Mais on espère. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est à Beaulieu, justement. Ceux qui tournent des films, ils cherchent des lieux un petit peu insolites et surtout vierges. Donc, à mon avis, il y a vous avez toutes vos chances là-dedans. En très bon état. Exactement. Allez, encore une dernière chose concernant le beau meuble qu'on a vu à la fin de l'émission avec ses peintures à l'intérieur. On nous demande, est-ce qu'il est prévu de le restaurer ou est-ce qu'il a été restauré? Il est dans quel état actuellement là? Alors, pour l'instant, il n'a pas été restauré. La DRAC est venue le voir. Elle envisage de le classer. Et on doit nous indiquer des noms de spécialistes pour restaurer les peintures. D'accord, parfait, très bien. Écoutez, moi je crois qu'on va pouvoir conclure. Peut-être comme d'habitude, moi je vais remercier bien sûr tous les participants, tous ceux qui ont posé des questions. Je vais remercier évidemment Gabriel et Philippe pour leur générosité, pour leur gentillesse. Et moi-même, je vous encourage à aller découvrir le château et leurs propriétaires qui sont vraiment qui valent le détour. Voilà. Donc, moi, je vais partager une dernière chose. C'est un lien vers le site internet du château de Sainte-Foy pour celles et ceux qui veulent plus d'informations. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais céder la parole à Gabriel et Philippe pour qu'ils puissent conclure l'émission. Voilà, là, je l'envoie logiquement. On est bon, tout le monde va le voir. Vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir plus d'informations. Et maintenant, je cède la parole donc à Gabriel et Philippe pour conclure. C'est à vous. Ben, écoutez, moi, j'ai été ravie de faire cette émission. On ne savait pas très bien où on allait, mais on y est allé. Et ça fait plaisir de voir que Sainte-Foy se partage. Merci à Olivier, à toute sa sympathie, et merci à Sochâteau n'hésitez pas à venir. De nous avoir donné l'opportunité et le plaisir de partager Sainte-Foy, puisque c'est notre but premier, de l'ouvrir, parce que le château appartient à tout le monde. C'était comme ça au Moyen-Âge et il faut que ça soit comme ça de nos jours. Et mon mari raconte très bien, donc venez. Je confirme. Merci encore une fois à vous et à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.